Thibaut Jubelin, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le studio d'Omerta pour parler du livre que vous présentez, dont vous avez signé la préface. Et vous allez nous expliquer qui est l'auteur et quel est l'intérêt de cette traduction française de comprendre la stratégie hongroise qui est signée par Balázs Orbán. Je prononce bien? Oui, c'est ça. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, dans l'ordre, d'abord, je suis professeur en Hongrie, oui. Au Matthias Corvinus Collegium. J'enseigne la science politique et l'histoire contemporaine. Et je suis très intéressé aux politiques publiques mises en œuvre par les gouvernements hongrois depuis 2010 pour redévelopper, en fait, un vrai pouvoir politique qui rend un destin à la communauté nationale. Vous avez déjà signé un livre sur la Hongrie qui s'appelle « Pourquoi Viktor Orbán joue et gagne ». Absolument, c'est un livre qui est sorti en 2020, qui était la première, je dirais, pierre à cette démarche de recherche que je poursuis en thèse de doctorat. Et Balázs Orbán, lui, est aussi politologue et juriste, et il occupe depuis 2021 le poste de directeur politique du Premier ministre. Donc on parle là du livre d'un initié, de quelqu'un qui est en haut de la chaîne de décision en Hongrie et qui conseille au quotidien le Premier ministre Viktor Orbán. Il n'y a pas de lien de parenté entre eux. C'est un nom assez commun en Hongrie. C'est un nom assez commun en Hongrie, en effet. Et Balázs Orbán a sorti ce livre en 2020, c'est à peu près d'ailleurs concomitant à la sortie de mon livre. Mais là, c'est un livre des décideurs hongrois, à l'intention d'abord des Hongrois, pour expliquer ce qu'ils veulent sur le long terme. La politique, ça ne se limite pas à l'administration des choses le temps d'un mandat, c'est donner un destin à la communauté nationale et inscrire cette communauté nationale dans le cadre civilisationnel européen. Donc on est sur, je dirais, une vision politique à long terme, et il me semblait très utile de présenter en France ce travail, de présenter cette vision de faire de la politique qu'on a momentanément oubliée. Et c'est pourquoi je suis très heureux que l'Institut Iliade se soit associé à ce travail, puisqu'il a financé la traduction, et l'édition de la Nouvelle Librairie ont décidé de porter ce livre à la connaissance du lectorat français. Et je pense que la discussion sur le contenu de ce livre va être passionnante. Voilà, c'est très intéressant d'avoir ce document, puisque un des problèmes pour les Français de leur rapport à la Hongrie, c'est que la langue hongroise est un peu orpheline. Il y a très peu de langues qui lui sont apparentées, qu'on n'est ni dans le système des langues slaves, ni dans le système des langues romanes, et que l'accès aux documents hongrois, s'il n'y a pas de traduction, est compliqué pour les chercheurs ou pour les lecteurs, pour ceux qui auraient un intérêt pour ces documents. Ah oui, et puis je vais même aller plus loin que ça. C'est pas seulement distant des langues slaves ou romanes, c'est distant des langues indo-européennes en général. Et les systèmes de parenté qu'on peut trouver, le hongrois étant une langue agglutinante, c'est une parenté mais qui n'a aucun rapport sur le plan du lexical, mais avec le finnois, l'estonien, et encore plus loin, des rapports dans la structure grammaticale avec les langues turques. Mais la Hongrie, enfin, les peuples magyars, c'était un peuple qui a évolué pendant on ne sait combien de millénaires sur un type de population semi-nomade en Sibérie, dans la région ouralienne. Et donc en effet, ils apportent en Europe, et c'est intéressant de le mentionner, ils apportent en Europe une forme d'originalité, une spécificité nationale qui fait que la Hongrie conçoit sa contribution à la civilisation européenne précisément en imposant une forme nationale très spécifique. Alors, avant d'attaquer la question des idées politiques et de savoir comment la Hongrie se pense dans l'Europe d'aujourd'hui, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce texte, c'est le rapport à l'histoire. C'est-à-dire que la résurrection hongroise, le renouveau national hongrois ne peut pas se comprendre déjà sans la longue histoire, on va peut-être commencer par ça, et après
par une inscription vis-à-vis de l'histoire propre du XXe siècle. Donc déjà, la longue histoire, la Hongrie est un État-nation qui surgit à la fin du premier millénaire de notre ère. Ouais, je vais peut-être vous le résumer de manière aussi synthétique et concise que possible. En effet, les Hongrois, c'est la dernière vague des grandes invasions. C'était, je dirais, d'ailleurs, ce qu'on appelle les grandes invasions, c'est un phénomène de pression croissante des populations germaniques, eux-mêmes sous pression des Huns. Et les Hongrois revendiquent une filiation avec les Huns, et ils sont en effet des populations cavalières, hein, donc comme les Scythes, les Cimmériens, très belliqueuses, et qui vont, aux alentours des années 880, entrer dans le bassin des Carpates, après avoir notamment esquivé la Rousse de Kiev, et qui vont prendre possession du bassin des Carpates. On est à une époque où les invasions sarrasines ravagent les côtes de la Méditerranée, et où les invasions normandes sont aussi d'ailleurs une queue de comète des invasions germaniques, et ravagent donc toutes les voies fluviales de l'Europe occidentale. Les Hongrois, dans cette situation, vont d'abord être une plaie, hein, pour cette chrétienté en gestation très vulnérable, mais après moult expéditions, notamment jusque dans la vallée du Rhône, jusqu'en Bourgogne, les Hongrois vont être battus sous les murs d'Augsbourg, hein, c'est la bataille de l'Erfeld en 955, et cette bataille a un tel écho et donne un tel prestige au roi de Germanie Othon que ça va lui donner la légitimité de devenir empereur, d'assurer cette rénovatio imperii, cette résurgence de l'Empire, qui sera le Saint-Empire romain germanique. Il est sacré à Rome en 962, 7 ans plus tard. À ce moment-là, la Hongrie va être confrontée à un énorme pouvoir centre-européen, la Germanie. Et ça va causer la satellisation de la Hongrie. La Hongrie aurait pu se tourner vers Byzance, mais non, c'est la vigueur de l'Occident chrétien romano-germanique qui va plutôt l'emporter, qui va même complètement l'emporter pour la Hongrie. Et en l'an 1000, le grand-duc de Hongrie, Étienne, devient roi, hein, en convertissant le pays au christianisme. Et c'est une notion sur laquelle on va revenir, hein, la Sainte Couronne de Hongrie, fait de ce pays un royaume de la chrétienté. Et à ce moment-là, les Hongrois vont être un pays pleinement souverain, mais affilié spirituellement à Rome. Voilà, ça c'est vraiment la pierre de touche, hein, de l'histoire hongroise, de l'histoire nationale hongroise. Et de fait, les Hongrois vont être à la frontière de cet Occident chrétien. Ils vont en étendre, je dirais, le champ, mais c'est eux qui vont être face à Byzance et puis face aux invasions orientales. Les invasions orientales, c'est d'abord les Mongols au XIIIe siècle, qui vont ravager la Pologne, mais aussi la Hongrie, mais qui n'iront pas outre. Hein. La Hongrie va jouer déjà ce rôle de gardien de la civilisation européenne, juste après y avoir adhéré. Et puis, ultérieurement, c'est l'expansion ottomane que la Hongrie va contenir, hein, avant de céder sous la pression en 1526, c'est la bataille de Mohacs. Ça, c'est vraiment un basculement énorme. Hein. C'est le début d'un nouveau chapitre de l'ère hongroise, je dirais. On a 5 siècles de grande puissance hongroise, avec notamment des rois français, des rois angevins, qui descendent d'un frère de Saint-Louis, Charles Robert de Hongrie et son fils Louis le Grand de Hongrie, au XIVe siècle. Et puis, ce nouveau chapitre de l'histoire hongroise va être marqué par je dirais, le devenir en péril, cette vulnérabilité permanente entre des ensembles impériaux considérables. Le monde ottoman au sud, qui en fait a rallié tout l'Orient musulman, hein, de l'Égypte, tout le Levant, l'Irak actuel, toute l'Anatolie, qui a succédé etc. à Byzance. Ce qui a succédé à Byzance. Et cette puissance impériale était évidemment considérable, hein, par rapport au royaume de Hongrie. Et puis vous allez avoir cette continuation de l'Empire romain germanique qui va en fait trouver son pivot, son axe autour de Vienne et de la dynastie habsbourgeoise.
Vienne, qui est pour ceux qui ne connaîtraient pas la géographie de ces régions, qui est une ville très proche de Budapest. Exactement. Vienne, c'est l'extrémité orientale de la marche orientale du monde germanique. Et ça va devenir le centre de la puissance impériale, puisque les Habsbourg vont, à partir du XVe siècle, s'arroger en fait, la dignité impériale. La conséquence pour la Hongrie, c'est que la Hongrie va se retrouver sous une forme de double occupation, et donc les Hongrois vont utiliser la Reconquista habsbourgeoise pour expulser les Ottomans, puis ils vont défendre autant que possible les libertés nationales, les privilèges de l'aristocratie hongroise contre l'absolutisme viennois. Et en fait, cette confrontation, c'est une confrontation qui est assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui dans l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est dans l'espace civilisationnel européen, la métropole, la puissance continentale indéniable, bon, qui est toujours cette espèce de noyau germanique, et comment la Hongrie bascule ou essaie de jouer entre l'appartenance à cet ensemble et la défense de son intérêt national. Et les Hongrois ont cette culture-là, cette culture de défendre l'intégrité de la nation avant la modernité, avant l'époque contemporaine, avant cette reformulation de l'histoire, de la carte européenne selon des États-nations. La Hongrie est déjà un peuple, une nation qui se considère comme ayant un destin singulier tout en appartenant à la civilisation européenne. Et ça va amener à une issue positive. Hein. C'est en 1867 le compromis austro-hongrois. Alors, qu'est-ce que c'est le compromis austro-hongrois? C'est ce qui advient quand l'Italie réussit son unité nationale au détriment des Habsbourg, quand l'unité allemande se fait sur le dos de Vienne et donc autour de Berlin. Là, les Habsbourg deviennent, les Allemands deviennent minoritaires dans cet ensemble, cette région danubienne qui comprend bien sûr la Hongrie. Et ils vont être obligés de redistribuer les cartes. Et donc, ils vont faire un compromis où le même souverain, en l'occurrence François-Joseph de Habsbourg, sera empereur à Vienne et dans les pays autrichiens et roi en Hongrie. Donc, les Hongrois ont bien leur royaume et, à part sur la politique étrangère et l'armée, les Hongrois recouvrent une unité pleine et entière dans un pays qui est bien plus grand que la Hongrie actuelle, qui est tout le bassin des Carpates, qui est la Hongrie millénaire. Donc jusqu'aux portes de Bucarest, pour faire simple, et jusqu'aux portes de Belgrade. Voilà, jusqu'aux portes de Belgrade, en effet. Oui. Et donc la Transylvanie, en effet, qui est aujourd'hui roumaine, jusqu'aux Carpates, était se constituer ce royaume de Hongrie. Ce qui montre pour les Hongrois qu'il y a un cheminement politique possible, qu'il y a une voie honorable dans cette appartenance et ce compromis à l'ensemble européen. C'est ce qui joue en faveur de ce que beaucoup de Français comprennent mal, pourquoi la Hongrie reste dans l'Union européenne, parce qu'ils font partie de l'Europe, de cet ensemble européen, et ils pensent que leur spécificité nationale peut prévaloir dans ce cadre-là. Alors, évidemment, ça dépend uniquement de l'énergie et de l'habileté politique de l'élite hongroise, mais c'est sur cette option-là qu'ils sont encore aujourd'hui. Alors, pour comprendre la Hongrie d'aujourd'hui, il faut comprendre que le XXe siècle a été le siècle des catastrophes pour la Hongrie. Absolument. À partir de 1920, de 1944, de 1956, vous allez pouvoir peut-être revenir sur ces dates. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Combien l'interprétation que l'occidental français Dominique Vénère donnait du XXe siècle s'applique particulièrement au cas hongrois. Et je cite un extrait des écrits de Dominique Vénère, de ces fameux carnets que la Nouvelle Librairie sort en ce moment, où il analyse l'effondrement du bloc de l'Est exactement comme le Fidesz se l'est approprié, c'est-à-dire comme le moment d'une renaissance nationale et pas du tout le moment d'une intégration supranationale selon les règles du libéralisme occidental. Ça, c'est quand même très intéressant parce que la Hongrie est en effet peut-être le pays qui, dans le désastreux XXe siècle,
a joué la pire partition. D'abord parce qu'ils tombent de haut, c'est-à-dire qu'en 1914, ils sont une moitié d'un très grand État européen, plus grand que, par exemple, la République française de l'époque, et qu'en 1920, le traité de Trianon démantèle et démembre la Hongrie. C'est-à-dire que la Hongrie actuelle, c'est un tiers de la Hongrie d'autrefois. Ce partage se fait donc au bénéfice de la Roumanie, qui acquiert la Transylvanie, au bénéfice de la Serbie, qui acquiert la Voïvodine, tout le nord actuel, tout ce qui est au nord de Belgrade. La région de Novi Sad. La région de Novi Sad, Belgrade, la Croatie, qui était depuis le XIe siècle un condominium, je dirais, qui fait que c'était un peuple reconnu comme différent, avec très peu de Hongrois d'ailleurs, mais associé à la couronne de Hongrie. Puis vous avez toute la Slovaquie, qu'on appelait la Haute-Hongrie, et une partie de l'Ukraine actuelle. C'est d'ailleurs un enjeu très important dans la guerre qui se déroule aujourd'hui en Ukraine, un oblast d'Ukraine, la Ruthénie subcarpatique, qui était aussi une région hongroise. Où il y a encore des minorités hongroises, assez maltraitées d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a encore 100 000 Hongrois qui vivent là et qui sont évidemment mobilisés et qui meurent au quotidien sur la ligne de front. Alors, ce moment 1920 conclut en plus une après-guerre absolument désastreuse, puisque dans la foulée de la défaite, la première république hongroise est proclamée suite à un coup d'État bolchevique, la République des conseils de Béla Kun, qui est une expérience tout à fait traumatisante. Où, des livres des frères Tarot très intéressants sur le sujet. Tout à fait. Beaucoup de reportages. La France s'intéressait beaucoup plus à la Hongrie dans l'entre-deux-guerres qu'elle ne s'y intéresse aujourd'hui. Alors, ça on va y venir. Vous avez donc cette République des conseils qui est avec un Trotsky local qui a fait les mêmes désastres, mais l'amiral Horthy a finalement pris le pouvoir et il a instauré, dans ce qui ne pouvait plus avoir un roi, une régence. Donc il était régent de Hongrie. Et c'est très lié, on y reviendra, justement cet esprit, cette vision de l'État en Hongrie par rapport à la couronne de Saint-Étienne, mais on y reviendra. On y reviendra. On ne peut pas comprendre le régent Horthy, on ne comprend pas la vision de l'État qu'ont les Hongrois. Tout à fait. Et pour compléter ce que vous disiez sur cet intérêt réciproque des pays entre eux, eh bien c'est qu'avant le rideau de fer, on ne concevait pas cette séparation Est-Ouest de l'Europe. C'est quelque chose qui commence d'ailleurs à s'atténuer aujourd'hui, parce que ça fait quand même plus de 30 ans que la guerre froide est terminée. Mais vous aviez la possibilité de prendre le train à Paris, vous arriviez à Bucarest quelques jours plus tard, il n'y a pas de problème. Et les Hongrois s'intéressaient beaucoup à la France, parce que l'hégémonie culturelle française était évidente encore à cette époque-là. L'usage du français était très important. Et aujourd'hui, ça s'est bien atténué parce que, évidemment, c'est la langue anglaise qui l'a vraiment emporté. L'entre-deux-guerres en Hongrie, pendant l'entre-deux-guerres, la Hongrie est une puissance révisionniste. Elle veut revenir sur les traités qui ont conclu la Première Guerre mondiale. Donc, elle va se retrouver dans le camp de l'Allemagne et elle va être engloutie dans le désastre. Et donc, en 1944, quand l'amiral Horthy souhaite faire la paix avec l'URSS, faire une paix séparée, puisque la partie est perdue pour l'Allemagne, l'Allemagne va refuser évidemment cette option, et donc la Hongrie va être satellisée pendant quelques mois, avec un régime fantoche sous la coupe allemande, et ils vont donc passer de la domination allemande nationale-socialiste à la domination russe communiste. Et donc là, on entre dans les 4-5 décennies de soumission à Moscou, qui sont encore prégnantes, et principalement à cause de cette révolution de 1956. En 1956, on est dans le dégel, Staline est mort en 1953, et les Hongrois se laissent un petit peu entraîner dans ces revendications d'accommoder le communisme de la manière la plus, je dirais, légère, pour qu'il soit le plus léger possible. Et la réponse de l'armée rouge va être forte. Et donc la révolution va être écrasée. Vous avez après 1956, mais de fait, comme les Hongrois ont la capacité à aller, si je puis dire, au casse-pipe, ça va leur donner
droit à une indulgence particulière de Moscou, et le communisme en Hongrie va être en effet un peu plus allégé. Et c'est la figure de la Hongrie pendant ces 30 années avant l'effondrement du système socialiste, c'est János Kadar, qui va du coup trouver le moyen de développer une économie quand même plus libre qu'ailleurs, et sous la cendre de ce socialisme officiellement régnant, vont se préparer les alternatives. Et c'est là qu'on arrive enfin à l'époque, je dirais, actuelle, à l'époque de Viktor Orban, puisque Viktor Orban est un jeune dissident dans les années 1980. Il fonde en 1988 avec d'autres camarades le Fidesz, c'est-à-dire l'Alliance des jeunes démocrates, qui est un mouvement interdit aux jeunes membres du Parti communiste et qui est interdit aux plus de 35 ans, donc il y a vraiment la volonté d'aller chercher la ressource nationale dans sa jeunesse. Et puis, vous avez, en 1989, l'événement qui démontre le flair politique de Viktor Orban très tôt. Il a alors 26 ans, et sur la place des Héros de Budapest, ça se passe en juin 1989, donc le mur de Berlin est toujours debout. Vous avez une cérémonie qui est organisée, de réinhumation des ministres fusillés en 1956, notamment Imre Nagy. Viktor Orban est choisi pour donner un discours. Ça vous donne déjà le niveau de permissivité dans ce socialisme déliquescent. Et Viktor Orban ne va pas faire un discours d'hommage simple, il va réclamer le départ de l'armée rouge. Il y a 300 000 personnes et la diffusion de ce discours a un impact considérable. Quelques jours plus tard, le rideau de fer cède à la frontière austro-hongroise, tout un symbole. Notamment les populations de Berlin-Est, passant par les autres pays communistes, arrivent en Hongrie et traversent la frontière pour aller vers l'Autriche. Et c'est ce qui crée cette espèce de fuite, de dysfonctionnement dans l'intégrité du bloc de l'Est. Et ça alimente les revendications des Berlinois de l'Est. Et donc il y a un rôle là-dedans, il y a une conséquence, un rapport de cause à conséquence, avec l'effondrement du mur de Berlin et la fin du communisme en Europe. Alors la fin du communisme en Europe, pour les Hongrois, ça veut dire la fin de Yalta. Ça veut dire la fin de la cataclysmique guerre de 30 ans de 1445 et de cette suggestion de l'Europe sous la coupe des Russes et des Américains. Alors, en ce qui concernait les Hongrois, c'est l'occupation russe et communiste le problème, mais ils envisageaient de renouer avec la civilisation européenne unitaire, et non pas d'entrer dans un autre protectorat. Alors de fait, les pays économiquement laminés par des décennies de communisme vont être satellisés par l'Occident, et pendant un moment, le modèle occidental va exercer une forme de fascination. Pour revenir à Berlin, vous avez peut-être vu le film Goodbye Lénine, vous avez cette fascination un peu ingénue des Allemands de l'Est pour quelque chose qui semble fonctionnel, etc. Ça s'applique aussi aux autres pays d'Europe centrale, et notamment les Hongrois. Alors, pour continuer notre conversation, je pense que dans un premier temps, il serait intéressant de voir comment le pouvoir hongrois actuel se réapproprie cette histoire millénaire, et dans un second temps, de voir comment, à partir de cette histoire réappropriée, la Hongrie d'aujourd'hui conçoit son rôle régional, puisque c'est avant tout une puissance régionale par sa taille assez modeste en termes de population, sa puissance stratégique assez limitée à cause des défaites successives du XXe siècle. Comment cette petite nation conçoit son rôle. Donc d'abord, aujourd'hui, Viktor Orban entend réinscrire la Hongrie contemporaine dans cette tradition qui n'est pas seulement historique, mais qui a aussi des traits spécifiques en termes de philosophie politique. Et là, il faudrait aborder cette question de la couronne de Saint-Étienne, qui est présente dans le texte de Balázs Orbán que vous avez présenté, Thibaut Gibelin. Quand on va visiter le Parlement aujourd'hui à Budapest, au centre, il n'y a pas la Constitution,
il n'y a pas la statue d'un héros fondateur, il y a cette couronne que l'on n'a pas le droit de photographier, que les Hongrois viennent politiquement vénérer. Et cette couronne, elle a des spécificités et elle incarne depuis un millénaire le pouvoir politique en Hongrie. Oui, il y a un élément décisif qu'il faut quand même mentionner, c'est que la France est une exception avec la Révolution française. Finalement, la France a aboli son histoire nationale pour la refonder, pour la réinitialiser. Et la Hongrie n'a pas connu cela. Donc, il n'y a pas un mur qui sépare la Hongrie du Xe siècle, du XVe siècle, du XVIIIe siècle, du XXIe siècle. Et cette couronne, en effet, en elle réside la souveraineté. En elle réside la légitimité du pouvoir politique. C'est pourquoi le roi était élu par ses pairs, et puis, après cette élection, on lui a posé la couronne. Et alors, sa souveraineté, à la souveraineté démocratique de cette élection nobiliaire, s'associait la bienveillance divine. Le cas de cette couronne est spécifique parce que ça permet de marquer la continuité des siècles au-dessus des individus. Et de ce point de vue, quand les Hongrois rejettent la doctrine marxiste donc en 1990, sur quoi retombent-ils? Est-ce qu'ils retombent sur une conception libérale de la démocratie qu'on leur a imposée avec la Société des Nations dans le cadre de leur humiliation et de leur démembrement politique au début des années 1920? Non. Ils retombent sur des conceptions propres, des conceptions antérieures. Et ce que dit Balázs Orbán, ce qu'il explique dans ce livre, c'est que la mission de l'élite politique hongroise, c'est de donner dans ce XXIe siècle, dans le cadre d'une économie mondiale intégrée, etc., les moyens de la renaissance nationale en tant que nation de la Sainte Couronne, en tant que peuple d'Arpad, donc le chef des tribus magyares qui a conquis le bassin des Carpates il y a plus de 1000 ans. Et c'est ça que l'élite hongroise doit accomplir. L'élite hongroise n'est pas en charge de la paix perpétuelle conçue par Kant ou d'un projet de dépassement des nations pour que les individus puissent s'autodéterminer dans une société qui repose exclusivement sur l'extension du droit des individus. Ce que les Allemands appellent le patriotisme constitutionnel. Un patriotisme constitutionnel qui malheureusement est dévoyé, puisque il ne s'agit pas simplement de respecter en fait, une constitution, il s'agit de trouver dans cette constitution, avec la jurisprudence et en fait le pouvoir des juges, la manière d'extorquer des concessions à la nation en tant que collectivité, en tant que communauté historique, au bénéfice de l'individu désaffilié. Tout à fait. En fait, la Hongrie s'appuie puissamment sur sa constitution. Et d'ailleurs, en 2010, ce qui caractérise la victoire du Fidesz et ce qui lui donne sa marge de manœuvre, c'est une victoire aux 2/3, c'est-à-dire une victoire avec la majorité constitutionnelle. Et donc, une nouvelle constitution va être adoptée le jour de Pâques en 2011, avec la puissance symbolique que ça implique, que c'est une renaissance. Et cette constitution place la nation, définit la nation comme la communauté nationale hongroise, et place la famille comme étant le mariage d'un homme et d'une femme qui permet de donner des enfants, et appuie de manière évidente sur l'importance du travail pour l'accomplissement de l'homme et qu'il trouve sa place dans la société. Donc ce n'est pas une société basée sur le loisir, basée sur l'individu roi, basée sur
l'extension de ces marges de manœuvre hédonistes et individuelles, c'est le socle d'une continuité politique. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans la spécificité politique hongroise, et ce que montre très bien ce livre une nouvelle fois, c'est que finalement l'affaire de la couronne de Saint-Étienne est une sorte de version nationale de la théorie des deux corps du roi, de Kantorowicz, et qui a une variation qui est en même temps très attachée à la notion, non pas de libéralisme, mais à la notion de liberté, beaucoup plus qu'en France. On sent plutôt une proximité d'ailleurs avec la monarchie britannique. Il y a cette Magna Carta hongroise qui apparaît dès le XIIIe siècle. Mais c'est une conception non pas libérale, mais une conception très attachée aux libertés. Et on le sent aussi dans l'intégration dans l'histoire nationale hongroise des événements de 1848. En France, 1848 appartient à l'histoire de la gauche. En 1848, lorsque l'aristocratie hongroise secoue les pesanteurs de la monarchie, ou de l'empire plutôt, puisqu'il va imposer ce concept de double monarchie, mais on secoue l'empire des Habsbourg, on a une utilisation conservatrice de la liberté, là où en France, cette tradition de 1848 n'appartient pas du tout au conservatisme. Alors, c'est un point sur lequel, en effet, on pourra insister. Le séisme révolutionnaire français en 1989 suscite d'abord la bienveillance en Hongrie, comme dans très nombreuses parties de l'Europe, parce qu'il s'agit d'aller vers plus de liberté. C'est quand même vraiment dans l'air du temps. En revanche, dès 1792, le roi, complètement, je dirais, amoindri dans ses prérogatives, le roi Louis XVI, déclare la guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Et donc, ces tendances révolutionnaires jacobines, cette convention qui prend la main, cette République française devient l'ennemi déclaré, déclare la guerre aux Hongrois. Donc, vous allez avoir, par une réaction de défense, l'identification de la Hongrie à l'ordre monarchique européen, tel qu'il va vaincre en 1814 et 1815 et durer avec la Sainte Alliance, le Congrès de Vienne. Bien. Cette situation, elle n'empêche pas que le siècle de Bonaparte, ce siècle des libertés nationales que Stendhal évoque magnifiquement dans la Chartreuse de Parme. On voit la puissance mobilisatrice du mythe national dès la fin du XVIIIe siècle. Eh bien, ça va aussi germer en Hongrie. Et vous avez un des personnages principaux de la révolution du printemps des peuples en Hongrie, Sándor Petőfi, qui est un poète important en Hongrie, qui lui lit Saint-Just, qui est un ardent partisan de la République par détestation des Habsbourg, qui sont l'apesanteur monarchique et la puissance étrangère. Donc vous allez avoir une schizophrénie entre les partisans de la continuité historique et de la loyauté dynastique et ces autres partisans de la continuité nationale qui adhèrent à l'État-nation tel qu'il doit s'imposer en Europe au fil du siècle. Et on sait, malheureusement, ça va amener à la paix armée de la fin du XIXe siècle, puis aux boucheries de 1914-45. Aujourd'hui, la Hongrie est sortie de cet équivoque. Ce qui est très intéressant, c'est que Viktor Orban, et le Fidesz tel qu'il est aujourd'hui, représente la fusion de ces deux tendances. Vous avez dans le discours du Fidesz la volonté de réenraciner la Hongrie, enfin d'enraciner plutôt, de cultiver l'enracinement de la Hongrie dans la vieille histoire européenne et la continuité de la chrétienté d'Occident. Et vous avez aussi l'aspect national tel que le XIXe siècle l'a conçu et développé. Et finalement, c'est le rapprochement, la synthèse entre Sándor Petőfi et Metternich, qui était évidemment absolument
opposés qui n'ont absolument rien à se dire quand Metternich est chassé du pouvoir en 1948 et que Sándor-Petőfi plaide pour que les Hongrois se lèvent, brisent leurs chaînes et rompent leurs liens avec le passé. Mais là, je voudrais simplement expliquer pourquoi il y a cette synthèse qui est réalisée. C'est simplement parce que ce sont des clivages d'hier et que le clivage actuel, c'est la confrontation de ces tendances traditionnelles différemment formulées face au mondialisme occidental aujourd'hui, face au transhumanisme, face à l'abolition des peuples européens dans une submersion migratoire totale, etc. Donc en fait, c'est assez logique que ces antagonismes soient clos, puisque de nouveaux défis historiques se sont présentés. Et d'ailleurs, une mobilisation de l'histoire de la Hongrie, y compris sur un plan politique, puisqu'aujourd'hui, l'ambassadeur de Hongrie à Paris n'est autre que le petit-fils du dernier roi de Hongrie. Oui, la Hongrie entend tirer parti de toutes ses ressources, puisqu'elle en a d'ailleurs moins qu'un grand pays comme la France. Et vous avez deux Habsbourg dans le corps diplomatique hongrois, un qui est ambassadeur auprès du Vatican, et l'autre ambassadeur la branche cadette, en la France. branche palatine. Et effectivement, le fils d'Otto de Habsbourg, donc le petit-fils du roi Charles, puisque pour les Hongrois, l'empereur était le roi en Hongrie, tout à fait. Et d'ailleurs, le dernier empereur a été sacré pendant la guerre de 14-18, est allé se faire sacrer à Budapest, comme avec l'impératrice Zita, qui est la reine Zita pour les Hongrois. Oui, donc la Hongrie, c'est un très bon exemple pour insister sur ce goût de la continuité historique et le sentiment que même si les Habsbourg ont été considérés comme une puissance occupante tant qu'il fallait gagner des marges de liberté face à l'absolutisme viennois, à l'aune des enjeux présents, c'est la grande dynastie européenne dont ils sont des surgeons. Et ils entendent tirer parti de ce prestige et de cette continuité historique. Est-ce qu'il n'y a pas une parenté à faire entre justement cette démarche d'intégration d'une continuité historique qu'on trouve chez Viktor Orban et celle qui habitait dans les années 60 le général de Gaulle? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette volonté de dépasser les antagonismes historiques une parenté? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un intérêt des politiques hongrois pour, par exemple, l'exemple gaullien ou gaulliste? Absolument. Ça, c'est évident. C'est évident. La figure du général de Gaulle est une figure respectée et qui inspire en Hongrie aujourd'hui. Je dirais que la situation en plus est grosso modo la même, c'est-à-dire que c'est défendre les prérogatives nationales à l'intérieur d'un ordre américain dont on n'a pas les moyens de sortir. Voilà. Et donc il y a une parenté entre les deux, et aussi une parenté dans les deux cas de risquer simplement de tenir à bout de bras une spécificité nationale, mais à laquelle on ne donne pas toutes ses chances, puisqu'on reste dans le bain, je dirais, de tendances anglo-saxonnes ascendantes et souveraines. Alors, la différence cependant, c'est que Viktor Orban est arrivé au pouvoir, pas par la crise algérienne qui ramène le général de Gaulle au pouvoir en 1958, mais par une élection triomphale, et qu'il a réussi à renouveler une majorité des 2/3 en 2014, en 2018, puis en 2022, alors que le général de Gaulle a été mis en ballottage en 1965 lors de la seule élection présidentielle à laquelle il a concouru. Parce que la situation est tellement plus difficile pour les Hongrois, leurs ressorts sont moindres. Il n'y a pas la possibilité pour les Hongrois de faire un plan Mesmer et de couvrir le pays de centrales nucléaires et de devenir une grande puissance nucléaire. Ce que peuvent faire les Hongrois, c'est s'associer à la fois aux Russes, c'est-à-dire à Rosatom, pour doubler la production nucléaire à Paks, la centrale nucléaire hongroise, et de s'associer à la France, via Framatome, pour remplacer Siemens qui a décidé de quitter la partie. Donc on est sur un jeu d'équilibre et la volonté de ne pas dépendre des mêmes, enfin d'un seul partenaire, alors que la France du général de Gaulle avait les moyens de devenir en quelques années
l'une des principales puissances nucléaires du monde. La Hongrie, pour ceux qui nous regardent, c'est 10 millions d'habitants, Même pas. Et la Hongrie a perdu en plus des habitants parce que la natalité n'est pas suffisamment bonne pour renouveler la population, quoique la natalité s'améliore, mais enfin, ça ne suffit pas encore. Et puis vous avez eu, à partir de 2004, déjà avant 2004, depuis la chute du communisme, vous avez un exode de Hongrois, mais avec l'entrée dans l'Union européenne et dans Schengen, l'exode des populations hongroises s'est aggravé. Et ça a commencé à évoluer sous les mandats de Viktor Orban. Et même depuis 2019, il y a plus de Hongrois qui rentrent au pays que de Hongrois qui en partent. Donc on a des tendances qui sont... enfin, il n'y a pas de cas désespéré, bien sûr. D'ailleurs, évidemment, la politique n'est pas le lieu du désespoir. Mais ces tendances sont quand même très fragiles. Hein. La Hongrie est une petite puissance géopolitique. Son armée a été décapitée après 1920. Pour comparer, la Roumanie a le double de la population, même plus, et a une armée, tout du moins en termes d'hommes, bien supérieure. En Hongrie, on est plutôt sur un pays qui aurait le poids de la Serbie aujourd'hui. Oui. Voilà. Après, la Hongrie a profité quand même des fonds européens pour se refaire une santé économique. Et il y a moins de précarité économique à Budapest qu'à Belgrade. Mais la Hongrie, ce n'est plus la puissance de 1918 bien sûr. Non, c'est certain. La Hongrie se considère comme une nation réémergente, mais à l'aune de sa taille. Et on va aborder ce chapitre décisif de la coopération centra-européenne. Et la Hongrie considère qu'il y a des cercles concentriques d'intérêt stratégique. Vous avez les frontières de la Hongrie actuelle, vous avez les frontières du bassin des Carpates, donc de la Hongrie historique. Et la Hongrie entend être la principale composante de ce bassin des Carpates. Le barycentre, la puissance d'équilibre. La puissance d'équilibre. Et ensuite, vous avez le groupe de Visegrad. Et le groupe de Visegrad, donc ça réunit aux côtés de la Hongrie la Pologne, qui en est évidemment la principale composante, avec près de 40 millions d'habitants. La Tchéquie, autour de 10 millions d'habitants. La Slovaquie, 5,5 millions d'habitants. Et la Hongrie, maintenant, 9,5 millions d'habitants. La situation actuelle pour les Hongrois, c'est de continuer le développement des infrastructures, de la montée en puissance de toute cette région pour peser dans le concert européen. Et l'une des raisons de cette fédéralisation à tout crin de l'Union européenne que Bruxelles défend, c'est d'empêcher cette tendance centra-européenne de devenir un concurrent à ce monolithe carolingien, donc France, Allemagne, Benelux. Et est-ce que ceux qui sont le plus motivés pour mettre des bâtons dans les roues de la Hongrie et des autres pays que vous évoquiez, ce n'est pas la puissance allemande qui aujourd'hui s'inquiète de ce renouveau des pays d'Europe centrale? Alors, je dirais que ces pays se connaissent très bien. Il y a une communauté de destin évidente. Avant 1945, il y avait une part importante de population allemande dans tous ces pays. Et depuis ce fameux Drang nach Osten, ce mouvement vers l'Est du 11, 12, 13e siècle. On appelait les Saxons. Ce sont des populations qui étaient, je dirais, organiques dans ces pays, qui contribuaient à la vie nationale. Et du coup, l'Allemagne en fait, a changé de visage avec le nationalisme du 19e siècle, où finalement le rattachement à la nation allemande prévalait sur la loyauté ou la vie communale des pays où ils étaient installés. Et ils l'ont payé très cher, puisque c'est ça qui a impliqué, qui a justifié toutes les expulsions de 1945. On parle quand même de plus de 10 millions d'exilés. Aujourd'hui, l'Allemagne, je dirais qu'elle est très fragilisée sur certains aspects, notamment l'effondrement démographique, et elle le compense en captant la jeunesse des pays voisins. Les pays baltes, mais aussi ces pays du groupe de Visegrad.
tant et si bien, par exemple, que je disais très récemment dans Le Monde que la Croatie fait venir une immigration de travail d'Indiens, de Philippins, pour remplacer d'énormes trous, pour combler d'énormes trous, de la jeunesse croate partie en Allemagne. En Roumanie, c'est la même chose. La Roumanie est dans le même cas, avec aussi une attraction de l'Italie. Mais plus ça va vers l'Est, je dirais, et plus la saignée démographique est grave. Donc l'Allemagne... La République de Moldavie a perdu le tiers de sa population. Le tiers de sa population. La République de Moldavie est peut-être l'exemple le plus criant. C'est un vrai désastre. Mais l'Allemagne exerce une hégémonie économique qui dépend en fait, des lois de l'économie. C'est-à-dire qu'en 1990, c'est beaucoup d'acteurs économiques allemands qui ont racheté les actifs stratégiques, qui ont liquidé l'industrie socialiste et qui ont redéployé une activité économique selon les besoins, les intérêts de la métropole carolingienne. Donc il y a une dépendance qui est forte. Et c'est peut-être une approche un peu matérialiste, mais je pense qu'elle doit être quand même posée sur la table. C'est que l'Allemagne craint, par la concertation centre-européenne, un syndicat de travailleurs qui exigera d'être payés plus. Parce que si ces pays arrivent à négocier ensemble et à faire augmenter les prix sur place, ils vont ramener leur population, ils vont donner plus Enfin, déjà, ils vont enlever l'argument majeur d'aller travailler à l'Ouest et de gagner plus d'argent. Et ils vont évidemment baisser les marges du détenteur du capital. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt stratégique aujourd'hui pour la France d'une sorte d'alliance de revers qu'elle avait tenté de composer dans l'entre-deux-guerres avec l'Europe centrale par rapport à la puissance économique allemande? C'est évident. C'est évident. Si ça ne se fait pas, c'est parce que la culture politique française est parfois un petit peu myope sur ce qui se passe sur le flanc est du monde germanique, alors que c'est en effet une évidence. Aujourd'hui, la France est le 4e ou 5e partenaire économique de la Hongrie. Il y a une relation fonctionnelle, assez respectueuse entre Viktor Orban et Emmanuel Macron. Le problème, c'est que la situation est la même structurellement qu'en 1920. C'est-à-dire qu'en 1918, on a humilié l'Allemagne, mais on a laissé un État allemand unitaire. Et à l'est de l'Allemagne, il y a des petits États incapables de s'opposer à cette masse de 80 millions d'Allemands aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on est surpris du bon état des relations diplomatiques entre la France et la Hongrie actuellement par rapport à ce qu'on pourrait lire dans la presse où la Hongrie n'est évoquée qu'au travers de procès politiques au sujet de mots totémiques qu'il faudrait déconstruire, que sont l'état de droit, la liberté de la presse. Et il y a un vrai décalage, y compris, on pourrait citer, je ne citerai pas de grands quotidiens, mais on pourrait s'attendre à plus de finesse, alors que, au plan diplomatique, pour ceux qui suivent les questions diplomatiques, les relations sont bonnes. Comment expliquer ce décalage de regard français sur la Hongrie aujourd'hui? Et ce matraquage idéologique. Je crois que d'un côté, on a un clergé qui voit le monde à l'aune de l'idéologie. Et donc, la Hongrie est dans la faute, la Hongrie est dans le péché. Et on doit soumettre la Hongrie pour une rédemption de cette puissance rétrograde et qu'elle rejoigne le camp du progrès. Je crois qu'on est vraiment dans cette dimension-là. Alors que d'un autre côté, on est dans une Europe qui est un Sénat de nations, puisque c'est le Conseil de l'UE qui est la principale composante de l'Union européenne, en fait, avec la décision à la majorité qualifiée pour certains sujets, mais aussi à l'unanimité pour d'autres, des orientations européennes. Et donc, les nations sont dans le même sac. Elles partagent une condition historique de souveraineté limitée, une pression supranationale écrasante, et les représentants permanents de la France, mais aussi de la Hongrie, mais aussi d'autres pays, travaillent au quotidien
à dégager des consensus et des options. Donc en fait, ce sont des partenaires de travail. Et donc on n'est plus dans l'idéologie, on n'est plus dans le récit apocalyptique de l'oppression de minorités ou que sais-je. Voilà, je crois que l'exercice du pouvoir politique assagit et donne peut-être une lecture des événements et une connaissance plus fine des réalités que l'écran de fumée médiatique. Alors ma dernière question sera sur la perception de la religion dans la société hongroise. D'abord, il faut peut-être rappeler que la Hongrie, c'est une longue cohabitation entre le protestantisme et le catholicisme. Et ensuite, on pourrait faire un parallèle avec la Pologne, alors que la chute du mur pour les traditions démocrates chrétiennes en Europe de l'Ouest ont signifié la fin du jeu, effondrement de la démocratie chrétienne d'abord en Italie. Elle a toujours été moins puissante en France, mais il y a une disparition de la tradition démocrate chrétienne qui avait été très forte avec le MRP en France. Et aujourd'hui, on voit le début de l'effondrement de la démocratie chrétienne allemande. Alors qu'en Pologne ou en Hongrie, sous une forme conservatrice, on assiste plutôt à une restauration de cette tradition démocrate chrétienne. Oui, en fait, l'approche de la religion en Europe centrale, c'est que c'est plutôt le ciment communautaire et moins l'introspection d'une foi personnelle. Donc la différence se situe d'abord à ce niveau-là. Ensuite, les pays d'Europe centrale se sont ralliés plus tardivement à cette chrétienté et ils s'y sont ralliés en tant que peuple constitué avec leurs élites. Donc ils ont adopté le catholicisme pour exister de plein droit dans cet ensemble européen de facto et pour maintenir l'intégrité de leur culture nationale. Et pas parce qu'il y a eu un zèle évangélisateur. Je crois que c'est quelque chose d'assez important à mentionner. En Hongrie, il y a, vous l'avez très bien dit, beaucoup de protestants, à l'Est. Y compris Viktor Orban. Viktor Orban, une famille calviniste, comme l'amiral Horthy, qui est le grand dirigeant hongrois de la première partie du XXe siècle, comme Lajos Kossuth, qui est le grand homme de la révolution de 1848-49. Donc c'est quelque chose de décisif, c'est même les plus nationalistes des Hongrois, puisqu'ils n'étaient pas déchirés entre la loyauté envers le souverain Habsbourg, qui était ouin, et qui était l'un des principaux chefs d'État catholiques d'Europe, avec le roi de France, donc il y en avait un, et l'intérêt national hongrois. Les calvinistes, eux, justement, repoussaient l'immixtion allemande, autrichienne, dans leur vie politique, en même temps que le catholicisme. La différence à laquelle ils sont confrontés les Hongrois et les Polonais par rapport à l'Ouest, c'est que cette identité religieuse leur a servi de ciment face à un grand assaut extérieur. Ils se sont reconnus comme chrétiens, en fait, principalement étant confrontés à des hordes mongoles ou aux Ottomans. Et en ce qui concerne les Polonais, c'est très intéressant de voir la différence entre la Hongrie et la Pologne. Qu'est-ce qui a fait la Pologne fervente catholique dans ce XXe siècle? C'est d'avoir été confrontée au protestantisme à travers le nationalisme prussien. C'est d'avoir été confrontée aux Russes à travers l'orthodoxie et d'avoir été considérée par les Russes comme des Slaves égarés. Donc il y a eu une fusion du catholicisme. Une sorte de national-catholicisme. Une sorte de national-catholicisme. Qui n'est pas naturel forcément pour la religion catholique, mais qui en tout cas en Pologne a trouvé une expression très naturelle. Et c'est exactement l'antagonisme pour les Tchèques. Les Tchèques, eux, sont l'un des peuples les plus déchristianisés d'Europe. Et parce que leur religion nationale, qui s'affirme dès le XVe siècle, et la réforme hussite, va être considérée comme en fait ce qu'elle est notamment, une nationalisation du religieux au profit des Tchèques et qui les distingue des Allemands,
Puis, en 1620, à la bataille de la Montagne Blanche, un conflit, une bataille majeure de l'axe catholique et de l'axe protestant en Europe. Et la grande perdante de cette bataille, ça va être la noblesse tchèque, qui va être décapitée par la puissance habsbourgeoise. Les Tchèques, la noblesse était la plus protestante, et elle va être expulsée du pays. Donc la recatholicisation baroque de la contre-réforme va être perçue comme une dénationalisation et une férule étrangère. Comme imposée de l'extérieur. Exactement. Donc, aujourd'hui, vous avez un christianisme résiduel en République tchèque, alors qu'en Pologne, il est structurel. C'est parce qu'il y a des enjeux historiques. Et la Hongrie se situe un petit peu entre les deux, mais c'est quand même important de noter qu'il n'y a jamais eu de guerre de religion en Hongrie. Les protestants et les catholiques ne se sont jamais fait la guerre. Alors que, sous l'occupation ottomane, les Ottomans attisaient cette différence en essayant de jouer sur les concurrences. Donc voilà, je crois qu'il y a en fait l'aspect idéologique ou les convictions dogmatiques occupent une bien moindre place dans les pays d'Europe centrale qu'à l'Ouest. Mais écoutez, Thibaut Gibelin, je vous remercie beaucoup. Cette émission touche à sa fin, mais d'abord, vous remercier pour la présentation de ce livre, donc ce livre de Balázs Orbán, qui est le principal collaborateur politique aujourd'hui de Viktor Orbán. Il occupe le poste de directeur politique, voilà. Il est assis à côté de Viktor Orbán à chaque Conseil des ministres, et il a un rôle important pour tout ce qui est prospection intellectuelle et élaboration de la stratégie. Voilà, donc ce livre, Comprendre la stratégie hongroise, vient de paraître à l'audition de la Nouvelle Librairie. Vous avez mis une phrase en exergue. Nous n'avons pas adopté une attitude défensive et nous ne sommes pas résignés à notre statut minoritaire. Nous avons joué pour gagner et avons proclamé la Reconquista. C'est une citation de Viktor Orbán. Et j'invite aussi ceux qui ont regardé cette émission à se procurer votre livre. Pourquoi Viktor Orbán joue et gagne, aux éditions Fauve, si je me souviens bien. Exactement. Voilà, qui est encore disponible assez facilement. Donc le livre de Thibaut Gibelin, qui était notre invité aujourd'hui pour ce grand entretien d'Omerta. Merci à vous et merci à Omerta.